Allez, bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce webinaire et puis les derniers à se connecter le feront dans les prochaines minutes. Merci à tout le monde d'être connecté pour ce webinaire sur le lien entre la réglementation DM et l'IA Act. Alors, on est vraiment très heureux de mettre ce sujet à l'ordre du jour pour que ça puisse éclairer un peu chacun d'une manière soit un peu macro ou d'une manière assez plus pointue, pour ceux qui sont aux manettes de développement de DM notamment. Pour commencer, pour l'introduction, je voudrais préciser que ce webinaire est organisé par Biotech Santé Bretagne, mais en lien avec le réseau EEN et Bretagne Compétitivité. Euh, Côté Biotech Santé Bretagne, nous, juste en très très vite, on accompagne les acteurs innovants, notamment sur la filière de la santé et sur les domaines des technologies médicales et de l'e-santé. Et du coup, quand on parle TechMed et e-santé, forcément, d'un côté, en tout cas, on parle des DM de manière certaine, de l'autre, dans le numérique en santé et dans tous ces développements, on parle d'IA et du coup, forcément, il nous est paru plus qu'important d'adresser le sujet pour une meilleure compréhension des deux réglementations qui sont en lien. Avant de commencer et de passer la main aux intervenants, je voudrais préciser deux petites choses. Lors du webinaire, vous allez pouvoir poser des questions à l'écrit dans l'onglet questions-réponses. S'il vous plaît, essayez de ne pas utiliser l'onglet conversation. Comme ça, tout sera compilé et en tout cas ouais, sur l'onglet questions-réponses. Voilà, et on aura un temps justement pour répondre à ces questions en fin de webinaire. Et si jamais vous souhaitez préciser votre question ou en poser une autre, on pourra aussi ouvrir les micros, mais à la fin du webinaire. Voilà, et autre point, le webinaire va être enregistré. Donc voilà, on est obligé de vous informer de ça. Et donc il y aura un replay disponible sur les prochaines semaines pour ceux qui ne sont pas là, et puis pour vous si vous pouvez, si vous voulez vous repencher sur le sujet. Donc voilà de mon côté. Je vais passer la main aux deux intervenants que sont d'un côté Ludivine Lenaventure et de l'autre Thomas Vens, que je vais les laisser se présenter. Très bien, merci Guirec. Bonjour à tous et enchantée. Donc, je suis ravie d'être là ce matin pour discuter d'intelligence artificielle et de dispositifs médicaux afin de comprendre et appliquer à la fois la réglementation sur les dispositifs médicaux et l'AI Act. Alors peut-être avant de commencer, un petit point de présentation. Donc moi je suis Ludivine Lenaventure, je suis avocate au sein du cabinet Clermont-Novus et basée à Brest. Et j'interviens principalement sur les sujets juridiques qui sont liés aux nouvelles technologies, au numérique, à la propriété intellectuelle, aux données personnelles, etc. Et donc je vais être accompagnée ce matin de Thomas Vens. Je vais te laisser te présenter, Thomas. Bonjour et merci à Biotech Santé Bretagne d'avoir proposé d'animer ce webinaire. Pour le coup, moi, j'ai un doctorat en traitement de l'information médicale. Je travaille pour des PME du médical, dispositifs médicaux. Et depuis 3 ans, j'ai une activité indépendante de préparation à l'AI Act, pas forcément pour le médical d'ailleurs, que ce soit pour apporter des réponses techniques ou organisationnelles en vue de conformité à ce texte. Très bien. Merci Thomas. Alors, du coup, le plan qu'on vous propose ce matin pour aborder ces questions, donc moi, pour ma part, je vais revenir sur les cadres réglementaires qui concernent donc les dispositifs médicaux, mais au sens très large, puisqu'on va discuter aussi de tout ce qui est données personnelles et du règlement très récent de l'IA Act. Ensuite, Thomas viendra vous parler des points d'articulation entre le RDM et l'AI Act. Et enfin, nous reviendrons à la fois sur les impacts concrets de ces réglementations pour les fabricants et bien évidemment, à la fin, nous vous apporterons aussi des recommandations pratiques. Avant ça, quelques propos introductifs peut-être, alors pour vous apporter quelques éléments de contexte, mais
aussi, alors pour vous dire qu'il ne vous aura peut-être pas échappé que depuis plusieurs années, il existe une véritable montée en puissance de l'IA, et notamment dans le domaine de la santé. C'est vrai qu'on voit des cas d'usage de l'IA qui se multiplient, que ce soit par exemple pour de l'analyse d'images médicales, pour l'aide au diagnostic, pour la personnalisation des traitements. L'IA peut être intégrée maintenant dans les dispositifs médicaux et apporte une vraie plus-value donc dans le domaine de la santé, mais avec des enjeux sous-jacents, des enjeux techniques, des enjeux réglementaires, des enjeux éthiques qui sont assez forts. Et donc avant d'aborder le cadre juridique et les impacts des réglementations, et notamment de la nouvelle réglementation en matière d'IA, il nous paraissait important de faire un petit point vocabulaire. Alors pour cela, je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer déjà ce qu'on entend par système d'IA, système d'intelligence artificielle. Ouais. Effectivement, la réglementation concerne ce qu'on appelle les systèmes d'intelligence artificielle et non pas les modèles. Parce que la Commission européenne, hein, qui est donc l'investigatrice du texte, considère à juste raison qu'un modèle d'IA n'a pas de use case en tant que tel. Donc, et puis même, ça n'aurait pas de sens d'essayer de réguler la manière dont on fait les modèles d'IA. Donc, dans cette réglementation, on parle de système d'IA. L'idée étant qu'un système répond à un use case, et souvent intégré d'ailleurs dans un système plus grand. Mais comme on va le voir, comme la réglementation va classer les systèmes d'IA par risque, il faut donc bien être lié à un use case, tout simplement. L'idée de la réglementation, c'est qu'elle est agnostique sur l'approche d'IA que vous avez à l'intérieur de vos systèmes, hein. À partir du moment où vous avez de l'IA à l'intérieur, le système est un SIA et donc est concerné par la réglementation. Et pour rentrer dans cette définition, il y a eu plusieurs années de débat. Et puis, on a une définition depuis fin 2022, c'est la définition de l'OCDE, hein, qui est maintenant reprise au niveau international, qui va dire qu'un système d'IA, ça va donc être un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents degrés d'autonomie et qui peut avoir une capacité d'adaptation après son déploiement, hein, typiquement par le réentraînement, ce genre de choses, et qui a des objectifs explicites ou implicites. Là-dedans, on amène par exemple les systèmes d'apprentissage non supervisés. Et la chose fondamentale là-dedans, c'est que les systèmes d'IA déduisent ou infèrent, pour être plus précis, à partir de données d'entrée, la manière de générer des résultats, voilà, tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions, qui ont une influence dans le monde réel ou physique. Euh, Ça a été assez long comme débat, mais grosso modo, il manque encore une guideline pour préciser exactement qu'est-ce qui est compris dedans. C'est une définition assez large, dans laquelle on va retrouver l'ensemble des approches de machine learning, sauf les régressions linéaires et logistiques qui ont été sorties du texte en début d'année. On va aussi retrouver les approches plus système expert, hein, basées sur la logique ou sur la connaissance, et la plupart des approches statistiques complexes et des estimations bayésiennes, puisqu'on a de l'inférence à l'intérieur de ces systèmes. Donc on voit une définition assez large. Il faut être attentif sur le fait que ce texte ne concerne pas, par exemple, que les approches de deep learning. Tu peux passer à la slide suivante. Les deux textes dont on parle, le MDR et l'AI Act, ont quelques différences de terminologie qui auront besoin d'être précisées. Je vais juste en parler de deux pour que ça puisse être plus clair pour que vous puissiez suivre certaines choses qu'on va raconter. La première, c'est tout simplement autour des rôles. Dans l'AI Act, on va parler de fournisseurs et de déployeurs des systèmes, alors que dans le MDR, on va plutôt parler de fabricants et d'utilisateurs. Donc, pour être assez concis, même s'il faudra peut-être attendre des guidelines plus précises, fournisseurs et fabricants, c'est grosso modo des rôles équivalents. C'est concrètement le principal responsable de la conformité des produits pour lesquels on va avoir des marquages CE. Pour la notion de déployeur et d'utilisateur, c'est bien plus différent, puisque l'utilisateur, au sens du MDR, c'est une personne qui bénéficie de la régulation, donc du règlement, et n'a pas d'obligation réglementaire. Alors que quand on va vous parler aujourd'hui de déployeur au sens de l'AI Act, on parle d'un acteur économique qui utilise le système d'IA sous sa propre autorité, donc ça peut être un acheteur d'un système d'IA, un acheteur à un fournisseur par exemple, et ben, le déployeur a des exigences réglementaires à respecter, article 26. Sans doute, on ne reviendra pas lors de cette présentation, mais sachez qu'en tant que fournisseur de systèmes d'IA, vous avez des responsabilités à former les futurs déployeurs de vos systèmes à certaines exigences. Et donc, pour clarifier, les patients, bien sûr, ne sont pas de déployeurs. Par contre, des utilisateurs, des déployeurs plutôt de systèmes d'IA, donc les autorités de santé ou les centres hospitaliers, le sont et auront des obligations réglementaires à partir de l'application de l'AI Act.
Très bien. Merci. Donc, du coup, on va pouvoir passer au cadre réglementaire. Donc, en premier lieu, je voulais revenir donc, sur la réglementation sur les dispositifs médicaux. Je vais quand même être rapide. Je pars du principe que peut-être la plupart d'entre vous connaissent bien, voire très bien cette réglementation. Simplement pour comprendre ce qu'on va vous dire par la suite. Et il me semblait donc important de revenir donc, sur le fait que, alors déjà, quand on dit réglementation sur les dispositifs médicaux, en réalité, il y a deux textes puisqu'il y a un règlement qui va être relatif aux dispositifs médicaux, mais il y a un autre règlement également du même jour qui, lui, est plus spécifique aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ces deux règlements très, très similaires dans leur approche et dans leur objectif. Justement, l'objectif de la réglementation sur les dispositifs médicaux, bah, c'est de renforcer la sécurité, la performance des dispositifs médicaux, donc d'un produit, d'harmoniser également l'application des règles au sein de l'Union européenne et tout en soutenant l'innovation, donc un objectif qu'on va retrouver également dans l'AIACT. La définition donc, de dispositifs médicaux est assez large pour englober voilà, tout un tas d'instruments, d'appareils, d'équipements, de logiciels, d'implants, etc. Je ne vais pas revenir sur la définition qui peut être donnée dans le texte. Thomas vous a également évoqué la notion de fabricant qui est retenue et qui est définie, donc qui peut être voilà, toute personne physique ou morale qui fabrique, remet à neuf, mais aussi fait fabriquer et qui commercialise le dispositif sous son nom ou sous sa marque. Dans la réglementation donc sur les dispositifs médicaux, on parle également d'importateurs et de distributeurs pour les acteurs intermédiaires qui vont mettre sur le marché un dispositif médical mais qui n'est pas forcément fabricant. Un point important aussi à garder à l'esprit, c'est cette classification en fait, des dispositifs médicaux, donc selon les risques qui leur sont inhérents, donc avec quatre classes. Classe 1 étant la classe de risque le plus faible. Après, on a une classe 2A, 2B et une classe 3 pour les risques plus élevés. Donc, on va retrouver également, je spoil un petit peu pour la suite, mais on va retrouver également ce système de classification dans la l'AIAC. Un petit mot également, alors sur les principales obligations du fabricant, pareil, je vais aller très vite, ça sera détaillé par Thomas par la suite, mais pour que vous compreniez un petit peu la comparaison et pourquoi on compare la réglementation sur les dispositifs médicaux et la réglementation sur l'AIACT. Donc pour les fabricants, dans les grandes lignes, les obligations, c'est voilà, évaluer la conformité du produit avant sa mise sur le marché, constituer toute une documentation technique, réaliser une évaluation clinique, mettre en œuvre des systèmes de gestion de la qualité, désigner une personne responsable de la réglementation et pour les classes qui nécessitent une évaluation de la conformité, désigner un organisme notifié. Et une fois que ces obligations sont respectées, voilà, le fabricant va pouvoir apposer le marquage CE sur son produit. Donc, comme je vous dis, je suis passée assez vite. Je voulais également vous dire un mot sur la réglementation en matière de protection des données personnelles, donc le fameux RGPD, puisque quand on parle de dispositifs médicaux, eh bien très souvent il est question aussi de traitement de données, et notamment de données personnelles de santé. Donc, pour vous présenter donc, dans les grandes lignes, encore une fois, le RGPD, parce que ce n'est pas non plus l'objet de ce webinaire, je voulais porter à votre attention le fait que c'est un règlement qui a un champ d'application assez vaste, hein, puisque ça va déjà s'appliquer à tout type de traitement de données, donc que ce soit de la collecte, de la conservation, mais aussi de l'extraction de données, l'utilisation ou la mise à disposition de données personnelles. Ça, c'est déjà un traitement au sens du RGPD. La notion de données personnelles est elle aussi très large, puisque ça peut être toute information qui va se rapporter à une personne physique, qu'elle soit identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Et le RGPD va aussi s'appliquer donc, à tout type de responsable de traitement, alors, dans l'Union européenne, mais aussi hors de l'Union européenne si le responsable de traitement a des activités qui ciblent des personnes qui se trouvent dans l'Union européenne. Il est intéressant aussi de souligner que le RGPD a une logique de responsabilisation des acteurs
qui doivent se mettre en conformité, donc un peu une forme d'auto-évaluation, auto-conformité aux exigences et aux obligations qui sont prévues dans le texte, qui n'était pas le cas avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et qui nécessite aussi de tenir toute une documentation technique et pour justifier le respect des obligations du RGPD. Alors un mot, puisque donc on est dans le domaine des dispositifs médicaux, de la santé, et donc pour vous rappeler aussi que le grand principe quand même qui ressort du RGPD, c'est que le traitement des données de santé est interdit. Mais il y a des cas particuliers, bien évidemment, des exceptions, parmi lesquelles le consentement, si la personne a donné son consentement, des motifs d'intérêt public. Également, des traitements de données de santé peuvent être autorisés à des fins de médecine préventive, pour la médecine du travail ou dans le domaine de la santé publique. Mais il faut garder à l'esprit que la donnée de santé, ça reste une donnée très sensible, donc avec un régime particulier et des obligations qui vont être renforcées à travers le RGPD. Et comme je vous disais, le principe, c'est que normalement, il n'y a plus de formalité à faire pour se mettre en conformité au RGPD, sauf dans certains cas, et notamment pour le traitement des données de santé. Très souvent, il va être encore nécessaire d'effectuer une déclaration de conformité à un référentiel, à une méthodologie de référence, donc c'est des documents publiés par la CNIL, ou bien, dans certains cas aussi, lorsqu'il n'est pas possible de se conformer à 100% au référentiel qui a été publié, de demander une autorisation à la CNIL de traiter les données dans des domaines très particuliers de la recherche, par exemple. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail. Alors si quand même, j'avais mis oui, une slide pour vous dire que en matière de système d'intelligence artificielle et de traitement de données, on a, on voit très vite des difficultés apparaître dans l'application de certains grands principes du RGPD en matière d'IA, puisque il faut prévoir une finalité pour être conforme au RGPD, et ça peut être un peu particulier au stade de l'entraînement des modèles d'IA. Il existe aussi un principe de minimisation des données collectées. Donc, on sait que pour entraîner des algorithmes, il faut énormément de données. Donc, pareil, ça peut être en contradiction. Tout ce qui est limitation de durée de conservation aussi, c'est pas évident à mettre en œuvre lorsqu'on développe et qu'on souhaite mettre sur le marché justement un système d'intelligence artificielle. Et pour ça, la CNIL a publié l'année dernière, depuis l'année dernière, parce qu'elle publie au fil de l'eau un certain nombre de recommandations. Donc à ce jour, on a une quinzaine de fiches qui sont en ligne pour justement aider les entreprises à respecter la réglementation en matière de données personnelles dans le développement des systèmes d'intelligence artificielle, et donc pour prendre en compte les aspects très particuliers qui sont liés au système d'intelligence artificielle. Donc je vous invite à aller consulter. Alors on a mis les liens plutôt en fin de présentation. Mais vous aurez les liens et je vous invite à consulter ces recommandations, puisqu'il y a des réponses très concrètes, illustrées avec des exemples justement sur les enjeux juridiques et les aspects techniques liés à l'application du RGPD en matière d'intelligence artificielle. J'en viens maintenant donc au sujet qui nous intéresse et qui est important ce matin. Donc, le règlement sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que c'est un règlement qui pose des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, donc on appelle AI Act. En réalité, donc c'est une réglementation qui porte essentiellement sur des systèmes d'IA, donc plutôt un produit, au même titre justement que les dispositifs médicaux en tant que produit, et des règles donc justement pour mettre sur le marché ces systèmes d'intelligence artificielle. Alors, l'objectif du texte, c'est de favoriser l'adoption d'une IA digne de confiance. Donc, digne de confiance, c'est vraiment les mots qu'on retrouve systématiquement pour qualifier ce nouveau texte. Et comment donc on arrive à développer, à favoriser une IA digne de confiance? Eh bien, en trouvant un équilibre entre la garantie des intérêts publics, de la santé, de la sécurité, la protection des droits fondamentaux des citoyens, et en même temps en soutenant l'innovation, en soutenant le développement de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle.
Alors l'intérêt aussi de l'AIAC, c'est de mettre en avant des principes éthiques qui vont justement contribuer à faire en sorte que l'IA soit digne de confiance et soit le plus saine possible. Donc parmi ces principes éthiques, bah, on retrouve justement le contrôle humain sur le système, des exigences de robustesse technique, de sécurité, des fortes obligations aussi de transparence, de gouvernance de la donnée, de responsabilité, de non-discrimination, etc. Et comme je commençais à vous le dire également, et donc vous avez une petite pyramide pour vous illustrer cette approche de l'AI-Act qui est fondée donc, sur 4 niveaux de risque, donc une classification des systèmes d'IA en fonction de leur risque, avec donc au plus haut le risque inacceptable, où là tout simplement les systèmes d'IA seront interdits, ils ne pourront pas être mis sur le marché européen. Donc là, on parle vraiment de systèmes d'IA qui pourraient manipuler le comportement humain, des systèmes de notation sociale ou des systèmes qui viendraient exploiter la vulnérabilité des personnes. Ensuite, on a un autre niveau qui est le risque haut, risque élevé, haut risque, où là, donc les systèmes d'IA seront autorisés, mais avec des obligations et des exigences renforcées. Donc, on reviendra plus en détail sur ces exigences. Donc, ça peut être des systèmes biométriques, également des systèmes d'IA justement qui vont être intégrés dans les dispositifs médicaux dans le domaine de la santé. Il faut être particulièrement vigilant. On a ensuite un risque plus modéré qui peut être un risque plutôt en matière de transparence. Du coup, là, on va, pour ces systèmes d'IA-là, simplement exiger des obligations de transparence. Et enfin, bah, tous les autres systèmes d'IA qui ne sont pas dans les risques qu'on peut citer plus haut, on va considérer qu'ils présentent un risque minimal. Alors, qui est concerné par l'AIACT? Donc, Thomas, bon, vous a déjà donné quelques éléments de réponse. Juste pour compléter, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pareil, c'est une application. Donc, le règlement s'applique de manière assez large, puisque ça va être toute organisation, toute entreprise, association, administration, publique, privée, qui va fournir, qui va importer, qui va distribuer ou qui va déployer des systèmes d'IA. Donc le fournisseur, c'est assez évident, donc ça va être vraiment, comme on l'a dit, la personne qui va développer ou faire développer, qui commercialise sous son propre nom ou sous sa marque, donc c'est très similaire au fabricant. Et donc ça, c'est le fournisseur et c'est lui qui va assumer donc, la grande majorité des exigences réglementaires. Mais on a aussi le déployeur. Donc là, pareil, je ne reviens pas sur la définition, mais typiquement, ça va être un CHU qui souhaite acheter, intégrer une solution, un système d'IA ou une solution, un logiciel qui comporte de l'IA et qui, pour le coup, le déployeur va avoir aussi des exigences à respecter. Et encore une fois, donc on peut avoir des intermédiaires comme l'importateur ou le distributeur du système d'IA. Ensuite, donc l'IA Act donc, prévoit un certain nombre d'obligations. Alors, des obligations, enfin, ce que j'avais des exigences minimales, on va dire propres à tous les systèmes d'IA, c'est-à-dire des obligations et des objectifs de transparence pour informer l'utilisateur déjà qu'il interagit avec une IA, où les utilisateurs devront être informés aussi des performances, des limites et des biais potentiels aussi du système d'IA. Euh, donc l'AI Act prévoit également le respect de droits existants. Donc rappelle qu'il y a d'autres réglementations que l'AI Act s'applique en complément de d'autres réglementations, notamment la réglementation sur les données personnelles. Mais voilà, les systèmes d'IA doivent prendre en compte aussi toutes les règles liées à la propriété intellectuelle, à la sécurité des produits, etc. Et une obligation aussi très générale, donc de ne pas utiliser de système à risque inacceptable.
On a à côté de ça des obligations qui vont être très spécifiques au système d'IA à haut risque. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, vous avez déjà une petite liste, donc avec la mise en place de mécanismes de contrôle humain, la mise en place de systèmes de gestion des risques, mais Thomas va revenir plus en détail et comparer justement ces obligations avec ce qui ressort de la réglementation sur les dispositifs médicaux. Alors, bac à sable réglementaire, ça je vais vous en parler. Je voulais juste également aussi rappeler, ça j'ai oublié au début, un sujet qui fâche un peu, mais des sanctions. Les sanctions qui sont prévues dans l'AI Act, alors déjà, elles vont entrer en application 2 août 2025, donc très, très prochainement. Et donc, on va avoir deux niveaux de sanctions, donc des sanctions très fortes, les plus fortes pour tout ce qui est pratique interdite. Donc, si un système d'IA interdit est mis sur le marché, le fabricant peut encourir une amende jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Il y a des autres obligations qui ressortent de l'AI Act. Les amendes pourront aller jusqu'à 15 millions d'euros, 3% du chiffre d'affaires annuel mondial. Voilà, donc c'est des maximums, mais c'est important d'avoir à l'esprit ces montants qui sont très élevés et qui ont un but dissuasif également. Et j'en viens du coup, alors au bac à sable réglementaire, je voulais vous en parler pour surtout porter à votre connaissance ce dispositif qui est intéressant. Un bac à sable réglementaire, c'est quoi? Eh bien, ça va être des environnements qui vont être contrôlés où les systèmes d'IA vont pouvoir être développés, testés et validés avant d'être mis sur le marché et sans devoir nécessairement respecter tout l'ensemble du cadre réglementaire. Donc, ça va être organisé et contrôlé par l'autorité de contrôle compétente. Ça a vraiment un but pour favoriser l'innovation, faciliter le développement quand on sait justement que lorsqu'on est sur un système à haut risque, on a voilà, un certain nombre de formalités, d'exigences et d'obligations à respecter et on ne sait pas en fait si l'innovation, le système va pouvoir véritablement prospérer. Donc, avant cette mise sur le marché, cette mise en conformité, voilà, on peut tester déjà le système. Euh, c'est un dispositif qui existe déjà auprès de la CNIL, justement en matière de données personnelles. Et d'ailleurs, pour vous dire que la CNIL a fait une édition, enfin, a organisé donc un dispositif de bac à sable récemment, je crois que l'année dernière, justement en appelant des projets qui intégraient l'intelligence artificielle et qui visaient à améliorer les services publics. Donc à chaque fois qu'il y a un bac à sable qui est organisé, il y a une thématique qui est choisie, donc en l'occurrence par la CNIL pour ce qui est des données personnelles, et donc un appel à projet, différents projets peuvent être retenus justement pour tester le système ou tester le projet innovant donc en matière de données personnelles. Alors, s'agissant donc de ces bacs à sable réglementaires propres au système d'IA, ce n'est pas encore en place à l'heure actuelle, puisque c'est un dispositif qui doit être mis à jour, enfin proposé au plus tard donc dans chaque État membre de l'Union européenne le 2 août 2026. Donc le temps de s'organiser, le temps de voilà, mettre en place aussi l'autorité de contrôle compétente qui va pouvoir organiser ces bacs à sable. Et enfin, on a gardé ce point plus pour la fin, mais pour vous dire un mot sur l'entrée en vigueur et le calendrier des obligations de l'AI Act, qui est un point important. Alors, comme il est souvent d'usage, on va avoir une application des dispositions de l'AI Act qui va se faire de manière échelonnée dans le temps. Donc, une première série d'obligations qui sont entrées en application le 1er août 2024. Il y a une deuxième série en février 2025, donc justement pour tout ce qui est système d'IA interdit. Donc ça, c'est déjà en vigueur depuis février 2025. Je vous disais là en août 2025, donc on va être plus sur la mise en place des structures de gouvernance et l'entrée en vigueur des sanctions.
Et la dernière échéance, donc, qui paraît peut-être encore un peu lointaine, le 2 août 2027, c'est vraiment pour tout ce qui va être obligations liées au système à haut risque et donc obligations qui vont concerner les dispositifs médicaux. Attention, toutefois, pour donc, enfin, l'application et l'effet de bord en fait, du calendrier de l'IACT avec les dispositifs médicaux, puisque, comme je vous dis, les obligations liées au système à haut risque entreront en vigueur le 2 août 2027. Et du coup, les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque dont vont faire partie les dispositifs médicaux qui n'auront pas à passer par une procédure d'évaluation de conformité au titre de la IACT, ils sont mis sur le marché avant le 2 août 2027. Cependant, ce qui va être pris en compte, c'est pas la date de dépôt du dossier, de traitement du dossier, mais bien la date de mise sur le marché. Donc, si vous tardez à à effectuer votre demande d'évaluation de conformité de votre dispositif médical et qu'il intègre euh, un système d'intelligence artificielle et que du coup votre dispositif médical est sur le marché après cette date du 2 août 2027, eh bien les réglementations sur la IAC sera pleinement applicable. Donc voilà, avec toutes les obligations et toutes les pratiques et les recommandations qui seront à mettre en œuvre, dont on va vous parler plus tard. Alors oui, un autre point de vigilance, il y a une exception toutefois pour les modifications substantielles, c'est-à-dire que si donc le système d'intelligence artificielle est mis sur le marché avant le 2 août 2027, il n'a pas besoin de passer la procédure d'évaluation de conformité, sauf si il y a une modification substantielle qui est opéré sur ce système d'intelligence artificielle après la date. Dans ce cas-là, une nouvelle procédure d'évaluation de conformité sera obligatoire. Donc attention à ce calendrier, le 2 août 2027, finalement, ça va arriver très vite. Et donc, il ne faut pas tarder à prendre en compte donc, la conformité à l'IACT, d'autant plus quand elle doit être combinée avec une conformité avec la réglementation sur les dispositifs médicaux. Donc voilà, moi je voudrais parler de toute la réglementation, poser le cadre, les bases, donc avec ce panorama. Et maintenant, je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer donc plus en détail les points d'articulation entre réglementation sur les dispositifs médicaux et IACT. Merci. Déjà, on a pu voir à quel point le MDR et l'AI Act ont des structures similaires et des logiques similaires, hein. Alors, c'est pas un hasard, hein, c'est que la Commission européenne, je crois que c'est depuis 2017, il y a ce qu'il appelle le nouveau framework législatif, hein. L'idée étant que l'ensemble des grands textes réglementaires suivent la même logique, hein, basée sur les risques, basée sur voilà, une quantité, enfin, une charge réglementaire proportionnellement à cette classe de risque. Donc, on voit beaucoup de parallèles. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir dans les prochaines slides, c'est à quel point ce que vous faites déjà dans vos métiers quand vous appliquez le MDR, euh, entre guillemets, vous permet déjà un certain degré de préparation par rapport à l'AI Act. C'est évidemment pas du tout équivalent, mais on va voir qu'il y a pas mal de choses logiques, hein, comme ça a déjà été abordé par Rolf Divine. Avant d'avoir ça, on va juste rappeler en 2 secondes quand est-ce qu'un DM est concerné par l'AI Act. Alors déjà, un DM est concerné par l'AI Act à partir du moment où il a un système d'IA, c'est-à-dire s'il a un modèle qui rentre dans la définition de ce qu'est un modèle d'intelligence artificielle d'après la définition que je vous ai donnée avant. Alors ça, quoi qu'il arrive, ça permet de soumettre le DM à l'AI Act. Et ensuite, sa classe de risque, elle va être définie en fonction, il suffit de savoir si le DM fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme notifié. Si c'est le cas, automatiquement, le DM sera classé à haut risque dans l'échelle de risque que l'on a vu. Je vous ai mis en bas un petit screenshot du travail du Medical Device Coordination Group, donc le MDCG dont on parlera à la fin, qui a sorti un document la semaine dernière extrêmement intéressant justement sur un peu ce dont on parle là, hein, sur lequel on s'est basé, hein, pour vous donner des informations.
En gros, on voit que les seuls dispositifs médicaux qui échappent à la classe à haut risque, ça va donc être les classes 1 et les devices à la maison qui sont concernés par l'article 5. Je dis une bêtise, il y a aussi les dispositifs in vitro de classe A et donc non stériles. Pour tous les autres, puisqu'il y a un organisme notifié impliqué dans l'évaluation, automatiquement on rentre dans la classe à haut risque. Cependant, donc ça c'est de base, on est donc classé à haut risque quand on a une évaluation. Et donc on va voir dans la slide suivante qu'il y a des dérogations. En fait, l'idée de la Commission européenne, c'est de dire, vous devez évaluer votre système d'IA, mais évidemment, il y a un degré d'implication du système d'IA dans le fonctionnement de votre produit plus global. Si le système d'IA fait quelque chose de vraiment périphérique, et bien à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné par la réglementation. Et donc, ces dérogations, sur lesquelles on peut remplir un dossier pour échapper à l'évaluation de l'AI Act, c'est de prouver que votre système d'IA soit effectue une tâche procédurale dite étroite, alors ça manque encore de définition, mais donc en tout cas étroit, ou alors votre SIA va améliorer une tâche qui a été effectuée par un opérateur préalablement. La troisième situation, c'est quand votre système d'IA a seulement comme travail de vérifier la dérive de prise de décision humaine, dans lequel on ne se substitue pas à l'humain dans la prise de décision. Et enfin, la dernière situation, c'est quand votre SIA exécute finalement une tâche préparatoire avant un acte fait par un humain. Si vous pouvez justifier de ces conditions-là, vous sortez de la classe à haut risque et donc vous sortez de la réglementation. On va voir donc dans la slide suivante, effectivement, que, comme ça a été dit, je ne reviendrai pas longtemps, mais en gros, il y a donc deux réglementations à respecter en parallèle. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'évaluation de conformité des deux textes se fera en même temps. Ça implique une chose, c'est que les organismes notifiés du DMDIV montent en compétence sur le sujet de l'IA pour être prêts à faire des audits conjoints à partir du 2, enfin, en tout cas à partir du 2 août 2027, pardon, excusez-moi. Ça serait un peu proche sinon. Donc il y a un enjeu majeur là-dedans de monter en compétence, surtout dans un contexte réglementaire déjà très chargé. Mais le fait est que c'est la promesse qui a été faite par la Commission européenne, comme on le voit dans le récital 124 qui est en dessous, où il est dit qu'afin de réduire au minimum la charge pesant sur les opérateurs et d'éviter les éventuels doubles emplois, l'évaluation de conformité aux deux textes devrait être évaluée dans le cadre de l'évaluation de conformité déjà prévue par la législation sectorielle, c'est-à-dire le MDR. Donc ça, c'est une promesse qui a été faite par la Commission européenne et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On saura au maximum le 2 août 2025 quels sont les organismes notifiés qui seront désignés comme pouvant faire cette double évaluation de conformité à partir de 2027. On n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Ludivine, sur ce sujet? Oui, juste peut-être pour compléter, donc effectivement, un seul organisme notifié pourra à la fois évaluer les exigences au titre de la réglementation sur les dispositifs médicaux et de l'AI Act. Et surtout, on a les articles quelques articles, donc 47-3 et 48-5 de l'AI Act qui précisent que les dispositifs médicaux qui vont intégrer des systèmes d'IA pourront avoir qu'une seule déclaration UE de conformité et qu'un seul marquage CE pour le dispositif global, on va dire. Et ainsi que pour toute autre législation de l'UE qui serait applicable et qui nécessiterait aussi une évaluation de conformité. Donc ça laisse la possibilité d'établir, mais ça on vous en parlera plus dans les recommandations pratiques, une seule documentation technique, voilà, une seule gestion de la qualité, etc. Donc, bonne nouvelle, comme dit Thomas. Je vais apporter juste cette petite précision. Ok, donc on rentre dans le dur. On va passer là quelques minutes à explorer les différentes exigences réglementaires de l'AI Act. Et l'idée, c'est assez empirique ce que je vais vous proposer, mais on va essayer de voir à quel point le fait que vous respectiez déjà le MDR facilite votre tâche. Faut vous mettre dans le contexte d'autres industries qui seront aussi classées à haut risque et qui n'ont pas toute votre réglementation sectorielle qui impose déjà énormément de choses, comme vous le savez. Donc on a grosso modo 9 grosses exigences réglementaires, dont certaines sont déjà
enfin, qui résonnent fortement avec le MDR, hein. Voilà, le principe de gestion des risques, d'avoir une documentation technique importante, d'avoir un système de surveillance post-mise sur le marché, ça c'est central, hein, dans le MDR. Bah, ça tombe bien parce que c'est des éléments clés de l'AI Act et donc ça va vous faciliter la tâche, entre guillemets, pour vous mettre en conformité. Donc on va les explorer. Alors, ce dont je vais vous parler, on va attendre des guidelines plus précises, hein, donc c'est un consensus, mais qui n'est pas forcément le consensus final. Il va falloir vérifier et voir les publications qui vont arriver dans les 2 ans qui viennent. Normalement, c'est plutôt dans l'année qui vient qu'il va y avoir beaucoup de clarifications. Mais voilà, on essaie de donner des éléments importants sur ce sujet-là. Donc, on va commencer par l'article 9, celui qui parle donc de gestion des risques. L'article 9 demande à tout système d'IA au risque, hein, médical ou pas, de mettre en place un système de gestion des risques spécifique à l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu par les entreprises du DM, hein. Ce processus itératif, continu, planifié pour analyser les risques raisonnablement prévisibles et puis adopter les mesures de risque. Ce que demande l'AI Act, c'est de mettre à jour les analyses de risque pour y introduire des risques IA. Et ça tombe bien parce que pour le coup, dans ce domaine-là, il y a des normes ISO qui sont sorties récemment, dont on vous parlera à la fin un peu plus précisément. Je vous donne déjà 2 noms. Il y a l'ISO 42001 qui est plus large, hein, qui est un standard pour l'implémentation d'un système de management d'une IA. Et à l'intérieur, on a l'ISO 23894 qui précise vraiment ce qu'est le risque lié à l'IA. Et c'est quelque chose d'important parce que les systèmes d'IA ont des risques spécifiques par rapport aux algorithmes plus classiques et donc il est indispensable de mettre à jour son système de gestion des risques à ce niveau-là. On a ensuite l'article 10 qui parle de qualité et gouvernance des données. C'est évidemment extrêmement central quand on développe des systèmes d'IA. Et là-dedans, le texte demande à ce que vos jeux d'entraînement de validation de texte soient pertinents, représentatifs, exempts d'erreurs dans la mesure du possible, évidemment, et puis qui possèdent des propriétés statistiques appropriées au regard de votre population cible. Et ça va impliquer qu'il va falloir travailler sur les données IA et puis prouver en fait ces propriétés pour les actions de conformité. Donc ça va demander à mettre en place une gouvernance des données IA, d'ajouter une revue des données, de tenir un registre de ces données-là, et puis sans doute d'adapter, s'ils existent déjà, des audits internes sur la qualité des données, et là plus précisément des données IA, au vu des obligations de la réglementation. On a ensuite l'article 11 qui parle de documentation technique. Alors là, ça tombe très bien, hein, puisque le monde du DM est déjà extrêmement concerné par ces besoins-là. Voilà, il faut incorporer dans la documentation technique l'ensemble des informations pour que les organismes notifiés aient, voilà, les informations dont ils ont besoin. Donc ça va demander de mettre à jour la documentation qualité et réglementaire sur l'aspect IA. C'est avant tout une mise à jour, quoi. On a ensuite l'article 12 qui va aborder les questions de transparence. Ludivine, si tu peux passer à la slide suivante. Non, d'enregistrement, pardon, excusez-moi. Un des grands principes qui d'ailleurs est lié, enfin pas lié, mais qui est inspiré sans doute du milieu du dispositif médical, c'est que il y a une obligation d'enregistrement des événements pour pouvoir faire des remontées d'informations, des remontées d'incidents ou de risques pour un système qu'on va le voir plus tard de surveillance post-mise sur le marché, mais aussi à vue de diagnostic, enfin pas de diagnostic, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de revue justement en cas de défaillance des systèmes. Et donc, il y a une obligation d'enregistrement automatique des événements et de journalisation de ces événements. Ça implique pour les entreprises du DM d'ajouter une procédure de journalisation, en tout cas de la mettre à jour si elle est existante, parce qu'il y a une obligation pour votre DM, définir les critères de déclenchement, documenter les types de données qui sont enregistrées, aussi en lien avec le RGPD, et enfin définir durée de conservation et stockage. Là, on voit que c'est des choses dont plusieurs catégories DM sont déjà tributaires, donc il y a une logique assez commune. Donc ce coup-ci, l'article 13 va parler de transparence, c'est donc l'article suivant. Si tu peux passer, Ludivine. Article 13. Tu m'entends, Ludivine? Ludivine? Je crois qu'on l'a Ouais, perdu.
Je pense aussi. Elle bouge plus. Ok. Est-ce que toi, tu as le support, Thomas? Oui, 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 Si je vais tu projeter. veux, tu peux prendre la main si besoin. Oui, je vais projeter. Alors, excusez-nous pour ce contretemps. Alors, Et je rappelle, j'en profite à tous les participants, que si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les poser par écrit dans l'onglet questions-réponses, là, Q&R, qui est en haut. On pourra, enfin en tout cas les intervenants pourront y répondre, à la fin, du webinaire. Et si même besoin, de préciser des choses en plus de cette question écrite, on pourra ouvrir, les micros des personnes qui, le voudront en levant la main à la toute fin du webinaire. Merci à vous et voilà, n'hésitez pas dans l'onglet questions-réponses, c'est pas dans l'onglet conversation, s'il vous plaît. Merci. est-ce que vous voyez ma projection? Oui, ça défile, oui. Ok, très bien. Euh, donc, on en était aux exigences réglementaires. On a vu donc le système de gestion des risques spécifiques à l'IA, la qualité de gouvernance des données, la documentation technique, l'enregistrement des événements. On passe ensuite à l'article 13, qui est un élément central de ce qu'on appelle l'IA de confiance, hein. C'est la transparence et l'information aux déployeurs. Donc ça résonne beaucoup avec le secteur du dispositif médical, avec cependant une couche supplémentaire qui est une obligation d'explicabilité. Là, vous n'êtes pas sans savoir que les systèmes d'IA sont des boîtes noires. Et en tout cas, il est demandé dans le texte que les déployeurs, donc les agents ou voilà, les opérateurs, puissent pouvoir interpréter les résultats du système et donc pouvoir l'utiliser de manière appropriée. Alors, c'est une question qui est encore assez vague, hein, parce que on n'a pas des outils, on n'a pas des outils qui permettent une explicabilité totale des systèmes d'IA, mais en tout cas, c'est une volonté de la Commission de pousser les fournisseurs à travailler ces questions-là pour que les déployeurs puissent utiliser le mieux possible les résultats des systèmes d'IA. Ce qui implique pour le secteur du DM, donc déjà d'adapter le dossier technique, hein, pour y mettre les informations clés liées à l'IA, donc sa destination, son niveau d'exactitude, les limites de généralisation, ce genre de choses, mais aussi de travailler donc sur les approches d'explicabilité pour les déployer, et on va le voir, c'est en lien fort avec l'article 14 qui suit, et qui est peut-être l'article le plus important de la réglementation. C'est celle de l'obligation d'activer un contrôle humain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend le fait que le déploiement de systèmes d'IA a tendance à bah, comme on automatise certains processus, eh ben, on va avoir rapidement un effet d'automatisation et donc potentiellement une perte de contrôle de l'humain. Cet article essaye de le résoudre. Et l'idée centrale, ça va être de créer une IHM, c'est-à-dire de créer un système d'IA, auquel à l'intérieur il y a donc le modèle. Et cet IHM doit permettre le contrôle effectif du système d'IA par une personne physique. Alors, c'est quoi les outils pensés? Bah déjà, c'est que l'opérateur ait une compréhension des capacités et des limites, soit sensibilisé au biais d'automatisation, donc ça c'est plutôt au niveau de l'acculturation, du déployeur, hein, ce dont on vous parlait avant. Mais il va falloir aussi que les HM lui permettent d'interpréter correctement les résultats du SIA, de pouvoir refuser d'utiliser le SIA, d'ignorer, de changer ou d'inverser le résultat du SIA. Et ça va même plus loin en disant qu'il faut avoir un bouton d'arrêt du système d'IA. Concrètement, on donne à l'opérateur du système critique le pouvoir de corriger ou de refuser la proposition qui est faite par le système d'IA pour éviter que tout soit en roue libre. Ça amène quoi pour les entreprises UDM? De penser les IHM pour permettre ce contrôle et puis de compléter le manuel utilisateur. J'aurais pu mettre comme troisième point d'être prêt à former les acheteurs, donc les déployeurs des systèmes, à ces enjeux-là. Je finirai par l'article 15 qui parle d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité, donc ça c'est assez classique, hein. Et avec un objectif que les systèmes soient résilients en cas d'erreur, de défaillance ou d'incohérence, ou en cas d'interaction avec des personnes physiques ou d'autres systèmes. Ça implique qu'il va falloir faire de l'analyse de robustesse fonctionnelle,
intégrer une analyse des différences algorithmiques, hein, donc ça c'est quand même relié beaucoup à l'analyse de risque, et puis documenter les mécanismes de fallback. Je ne sais pas si Ludivine est revenue. Est-ce que tu peux me dire, Guérec, si Ludivine est revenue? Alors, moi, je la vois pas. Je crois qu'elle m'a appelé. Euh, Bon, je vais continuer, on verra si elle revient. Alors, là, on a fait le tour de l'articulation entre le MDR et l'AI Act. On va maintenant passer aux impacts concrets pour vous, fabricants. Alors, les impacts concrets, il y en a quatre. Comme on a vu, il y a beaucoup d'exigences réglementaires qui touchent à deux aspects centraux de vos organisations. C'est le système de management du risque et la documentation technique. On a vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont devoir être rajoutés à ces deux entités, enfin pas entités, mais à ces deux choses centrales dans vos organisations. Ce que je mettrai en plus, c'est qu'il va falloir mettre à jour, ou plutôt compléter le système de surveillance mis sur le marché, hein, pour la remontée d'incidents. Donc ça, c'est les trois grands pôles. Et à côté de ça, il va falloir travailler les exigences techniques. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans l'aspect sur la gouvernance des données, il va falloir prouver, avant de rentrer sur le marché, euh, la présence de biais dans les données d'apprentissage, mais aussi dans les réponses des systèmes, et la mise en place de dispositifs pour justement les atténuer. Donc, il va falloir travailler un peu sur ces aspects-là. Il va aussi falloir donc travailler sur les principes d'explicabilité, comme je viens de le citer. Et puis, au final, il va falloir travailler plutôt sur le côté IHM, sur l'aspect contrôle humain et formation des déployeurs des systèmes. Quelques recommandations pratiques. Alors, si on devait partir d'un processus, il ressemblerait à peu près à ça. Alors, vos organisations sont à des stades différents là-dedans, hein, mais concrètement, l'étape 1, ça va être de réaliser une cartographie des exigences croisées. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire là dans ce webinaire, hein. Évidemment, il va falloir le pousser beaucoup plus précisément. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à cartographier les systèmes d'IA existants au sein de vos organisations, puisque, comme Ludivine l'avait dit, en cas de modification substantielle, c'est-à-dire la plupart du temps de mise à jour des modèles, ces systèmes d'IA seront soumis à une évaluation de conformité nouvelle. Il va falloir aussi cartographier les systèmes d'IA en projet pour voir quelle serait évidemment leur classe de risque et si on peut échapper à la classification au risque. À partir de là, on peut passer à l'étape 2 où on peut faire de manière transverse, parallèle, trois tâches importantes. Adapter son système de management du risque avec l'introduction des différentes normes qui ont déjà été publiées. Adopter une gouvernance de l'IA au sein de l'organisation, ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait dit dans l'AI Act, ou en tout cas sous forme d'exigence réglementaire, mais c'est indispensable de clarifier les chaînes de responsabilité au sein des organisations et donc d'avoir une gouvernance haut niveau sur le sujet. Et ce qui peut être fait en parallèle pour éviter d'être en retard ou d'être bloqué par la réglementation, c'est de commencer à diagnostiquer l'état de maturité de son organisation par rapport aux différentes exigences réglementaires. Et une fois qu'on a fait ces trois étapes, eh ben, on va pouvoir résoudre pas à pas les différentes faiblesses organisationnelles ou techniques qui ont été repérées lors du diagnostic par la création de processus internes dédiés à vue de conformité. Thomas, pour Alors, information, Ludivine, ouais, c'est vrai. Ah, super. je Ok. m'excuse, j'ai été victime d'une coupure d'électricité, donc c'est toujours au mauvais moment que ça tombe. Mais je vois que Thomas a bien repris la main et a pu, lui, continuer de son côté, donc tant mieux. Moi, j'avais donc un mot à dire ouais, au niveau des recommandations pour donc anticiper les audits croisés, puisque, donc, comme il vous a été dit, il va y avoir donc une double réglementation qui va pouvoir s'appliquer, et donc des contrôles de conformité qui vont porter à la fois sur les exigences du RDM et sur les exigences de l'AI Act. Et donc, il faut anticiper cela. Et
Et surtout aussi, donc même si on a vu qu'il y avait des éléments similaires qui allaient être mis en place, donc la tenue de documents techniques, la gestion des risques, la transparence, la traçabilité, etc. Parfois, donc, il va y avoir des terminologies différentes ou des focalisations différentes lors des contrôles. Donc ça s'anticipe aussi en amont et puis pour faire en sorte aussi que bah, la documentation technique soit bien alignée aux deux cadres réglementaires, faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction et puis former aussi les équipes, enfin, vos équipes en interne justement à ces doubles réglementations, ces doubles exigences, comprendre donc les similitudes mais aussi les différences de ce qui peut être attendu lors d'un contrôle. Donc ça peut être un enjeu stratégique et aussi le but aussi d'anticiper ces audits croisés, bah, c'est d'éviter les allers-retours entre les différents organismes et de pas seulement se concentrer sur des réponses qui seraient apportées en lien avec la réglementation sur les dispositifs médicaux, en oubliant un petit peu aussi la réglementation sur la IACT voilà, pour aller plus vite lors des contrôles qui seraient effectués. Donc on en arrive à la conclusion. Alors déjà, on voulait vous faire un petit rappel des messages importants. Donc gardez à l'esprit donc, la chance que peut-être vous avez, c'est que l'industrie médicale est déjà bien préparée à l'arrivée de l'IACT grâce aux approches similaires, aux obligations voilà, qui se rejoignent, aux objectifs aussi qui sont très proches entre ces deux réglementations. Donc, encore une fois aussi, on voulait insister sur les délais de mise en conformité, puisque donc l'AIAC sera définitivement applicable dans toutes ses dispositions le 2 août 2027, mais ça va arriver très vite, et les délais de certification peuvent être aussi très longs, donc c'est à anticiper au plus vite, et donc on vous recommande et on vous encourage d'anticiper, de planifier la mise en œuvre d'exigences de l'AIACT en complément des exigences du RDM sans tarder. On vous a mis également, donc oui, on vous parlait des normes internationales ISO, donc on en a listé trois qui vont concerner spécifiquement l'IA, donc le management de l'IA, la gestion des risques liés à l'IA et l'évaluation des impacts de systèmes d'IA. Mais il est important aussi que vous gardiez à l'esprit qu'il va y avoir des normes harmonisées. Donc là, on vous a mis un tableau et donc le respect de ces normes harmonisées permettra à terme aux organismes notifiés de ne pas trop se concentrer sur les aspects d'IA parce qu'il va y avoir une présomption en fait. À partir du moment où vous allez respecter la norme harmonisée, on va présumer la conformité, votre conformité à cette norme. Et enfin, peut-être, alors la dernière slide, donc avec les ressources utiles, donc les liens vers les différentes réglementations, les FIF, PNIL aussi, ce qui porte sur l'IA que je vous évoquais au début du webinaire. Et également, on voulait donc porter à votre connaissance la publication donc, très récente, le 19 juin 2025, du guide NDCG 2025-6. Donc, alors, c'est pas un document officiel de la Commission européenne, mais c'est déjà des premières recommandations, en tout cas guidelines, qui ressortent et qui donc, sont sous forme de FAQ et qui va éclairer, donc justement, ils vont éclairer sur l'interaction entre la réglementation sur les dispositifs médicaux et le règlement sur l'intelligence artificielle. Et ce qui ressort déjà très clairement, c'est qu'il y a bien une complémentarité entre ces réglementations. Donc ça va être très intéressant donc, à la fois pour les fabricants de DM, mais aussi tous les organismes notifiés, autorités compétentes. Donc on a déjà des éléments de réponse. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux rajouter un mot sur ce guide. À part qu'il est très intéressant. Oui, très intéressant que vous invite à lire. Il n'est pas trop long, il est en anglais, mais il n'est pas trop long comparé à ce qu'on peut avoir des fois dans des lignes directrices. Ouais, je rajouterais juste pour finir qu'effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de ressources qui sont planifiées pour sortir dans les 12 mois qui viennent, que ce soit au niveau standard, au niveau guidelines. C'est très important de rester connecté hein, pour vous faciliter justement la tâche
pour aller vers la conformité. Il y a aussi l'union, enfin, c'est pas l'union, mais c'est l'association des organismes notifiés euh, des medical device qui a publié des avis légèrement inquiets sur le fait d'être prêt pour 2027, mais assez optimiste sur le travail de la commission sur le sujet. En tout cas, c'est intéressant de suivre leur avis parce que ça risque potentiellement d'être un goulot d'étranglement assez important d'ici 2027. Donc voilà, il faut rester connecté sur, en tout cas, update sur ces sujets-là. Super, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe. On a eu quelques questions dans le chat. Alors, il y a une première question d'Alexis Toulek qui était par rapport au tout début, quand Ludivine, de ton côté, tu disais que les modèles de régression étaient exclus de l'IA Act. Et donc, Alexis Toulek voudrait savoir quelle est la source qui affirme que ces modèles sont exclus pardon, de l'IA Act. Alors, c'est moi qui l'ai dit. Alors, c'est en février, si je dis pas de bêtises. Là, je vais vous retrouver la source. Mais en gros, l'Union européenne a sorti, enfin, la Commission a sorti une guideline sur la définition de l'IA. Et dedans, il est indiqué que les régressions linéaires et logistiques sont des approches bien maîtrisées et qui n'ont pas, alors je sais plus comment ils disent ça, ils ont un argument qui est bon, pas terrible pour la sortir. En fait, pour le contexte, a priori, c'est le domaine bancaire qui a beaucoup poussé pour exclure de la définition de l'IA parce que ils sont bloqués sectoriellement, passant des obligations d'explication à leurs clients quand ils refusent par exemple des prêts ou des choses comme ça. Donc ils sont bloqués au niveau régression sur leur modèle important. Et donc a priori ils ont réussi à sortir ça. Je vais vous mettre la référence dans le chat, je vais vous le trouver pendant qu'on discute. Super, merci. Ensuite, il y avait Laurine Boyer qui demandait si un DM n'était pas un SIA à haut risque, est-ce que cela signifiait que l'IAC ne s'applique pas? Un Alors si, DM n'est pas un pardon. SIA à haut risque. Donc, par exemple, ce serait la classe, il ressortirait de la classe 1. Alors oui, l'IA s'applique si c'est quand même s'il y a quand même un système d'intelligence artificielle, mais il peut être considéré comme un risque minimal avec simplement des obligations de transparence. Et après, l'IACT recommande, alors c'est pas une obligation, mais pour les systèmes d'IA qui sont de risque très faible, recommande de mettre en place aussi des codes de conduite. Voilà, c'est sur la base du volontariat, mais voilà, ça peut être des bonnes choses aussi qui sont mises en œuvre. En complément, on ne sort pas de l'AIAC, c'est juste qu'on change de classe de risque. Mm. Si vous avez ce qui rentre sur la définition de l'IA dans votre système, vous êtes sous l'égide de la réglementation. Par contre, effectivement, vous sortez de la classe à haut risque et donc Mm. ça allège Largement euh, les règles d'obligation. ouais, très fortement. Et est-ce qu'on est obligé de passer devant un organisme notifié dans ce cas-là aussi, ou il n'y a que à partir du haut risque où on passe devant un organisme notifié? Non, 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 ouais. pardon, excusez-moi. Non, vas-y, je pense qu'on a la même réponse. Mais non, on passe devant l'organisme notifié que pour les systèmes d'IA à haut risque. Ok, super. Il y a Léa Desbart qui demande comment s'applique l'IACT hors dispositifs médicaux si de l'IA générative sur données de santé, est-ce qu'on entre dans la catégorie des GPAI à risque? Alors, vous pouvez répéter la question, excusez-moi, parce que c'est un peu, effectivement, le sujet des modèles à usage général, c'est un peu complexe. Vous pouvez répéter la question? Oui, comment s'applique l'IACT hors dispositifs médicaux sur de l'IA générative sur des données de santé? Est-ce qu'on entre dans la catégorie des GPAI à risque? Alors, si vous n'êtes pas un dispositif médical, vous n'êtes donc pas un système à risque. Après, il y a la classification effectivement spécifique au GPAI. Et là, c'est plus complexe. On attend des guidelines pour la fin de l'année parce qu'il y a beaucoup de choses pas claires là-dessus. D'ailleurs, la commission a pris du retard et elle a beaucoup de pression à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a du traitement de données de santé, à ce moment-là, c'est avant tout le RGPD qui est appliqué, parce qu'encore une fois, l'AI Act ne prend pas la place du RGPD et s'intéresse exclusivement au use case. Donc, s'il y a un use case qui est pas à risque d'un point de vue impact sur la santé ou la sécurité de l'utilisateur, à ce moment-là, les AIAC ne s'intéressent pas au sujet. Il faut vraiment lire les AIAC comme
quel est le use case et est-ce qu'il y a un risque pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Par contre, s'il y a du traitement de données médicales, effectivement, là, par contre, c'est le RGPD qui s'applique intégralement, quoi. Ensuite, il y a Arthur Louvard qui dit: Je développe un outil d'aide à la segmentation de plaies par modèle de deep learning et je l'implémente dans une application sur une tablette pour afficher en temps réel une estimation du masque de la plaie. Le médecin peut ajuster le résultat de son côté et le valider. Suis-je contraint de respecter l'AI Act? Si oui, sa mise sur le marché avant le 2 août 2027 me permet-elle d'éviter cette étape, même une fois la date passée, tant que je ne le modifie pas? Question très longue. Alors, est-ce que c'est un Euh, dispositif médical ouais, déjà? Est-ce que c'est un dispositif? Peut-être on peut ouais. activer le micro d'Arthur. Guirec va donner la main. Et je crois qu'Arthur, de votre côté, il faut que vous activiez votre micro ensuite, si vous êtes toujours là. Oui, C'est- c'est fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui. Parfait. Donc oui, il s'agit d'un dispositif médical. Et en fait, c'est une application qui sert principalement à aider le médecin, mais c'est considéré comme un dispositif médical. Et Si, l'IA, ouais. alors, donc, de base, vous êtes à haut risque, et après, donc, il y a les dérogations dont j'avais parlé. On peut les relire rapidement si vous voulez. Donc, les dérogations pour échapper à la question de risque, c'est est-ce que votre système d'IA effectue une tâche procédurale étroite? Est-ce qu'il améliore une tâche humaine préalable et non pas en amont? Est-ce qu'il détecte des écarts aux prises de décision humaines sans se substituer? Ou est-ce qu'il effectue une tâche préparatoire? C'est ça les critères sur lesquels on peut se baser pour sortir de la classe à haut risque. Il va y avoir des guidelines pour préciser parce que c'est sujet à interprétation. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous donner beaucoup plus que ça sur le sujet. D'accord, merci beaucoup. Il y a ensuite Léonard qui pose la question suivante. Les bacs à sable réglementaires seront spécifiques à certains domaines applicatifs. Y a-t-il des spécificités pour les dispositifs médicaux? Alors, c'est une bonne question. Donc là, on n'a pas encore de recul sur les bacs à sable, mais si c'est organisé un peu comme le fait la CNIL actuellement sur les données de santé, il y a une thématique qui va être choisie en fait pour l'appel à projet. Donc, on peut très bien imaginer qu'une année, la thématique, ça sera l'IA et les dispositifs médicaux. Et donc là, les personnes qui peuvent être concernées, qui veulent effectuer des tests, pourront déposer un projet. En revanche, si on est sur une thématique complètement différente, plus IA générative et pas liée au domaine de la santé, voilà, pour le coup, il n'y aura pas d'intérêt à essayer d'intégrer ce bac à sable réglementaire. Donc ça va être sectorisé à chaque fois pour limiter aussi les projets qui pourront être retenus. Alors, pour ajouter de l'information là-dessus, on ne sait pas grand-chose, hein. Ouais. Mais le projet initial, il va au-delà de même de tester. La promesse, c'est même que, par exemple, la question des billets dans les systèmes, la promesse, c'est qu'à terme, vous vous connectiez sur le bac à sable réglementaire français, parce qu'il y en aura un par pays, sécurisé, hein, et tout ça, que vous testiez votre modèle, votre système plutôt, pour être plus précis, et qu'il y ait des espèces de benchmarks qui s'appliqueront. Et si vous les passez positivement, ça pourra faire office de preuve de conformité. Ça, c'est la promesse Mm. à terme, quoi. L'idée, c'est d'aller jusqu'à là, c'est d'avoir cet espace libre, enfin libre, d'accès en tout cas, sécurisé, où vous confrontez vos systèmes à différents pipelines, à différents traitements, pour avoir des retours, mais aussi potentiellement pour faire de la preuve de conformité a priori, quoi. Mais en vrai, on vous dit ça, Mm. je C'est crois qu'il n'y a qu'un encore un seul pays stade, qui... Ouais, c'est pas bien clair Mm. sous quelle forme ça va aller. Et puis la France n'est pas en avance sur le sujet. Je crois qu'il n'y a que un ou deux pays qui ont avancé sur le sujet. Il y a l'Espagne et je ne sais plus quel pays. Mais voilà, on en est loin. Voilà.
Super. Comme Léa, vous avez plusieurs questions. Si vous souhaitez, s'il y a des précisions que vous voulez apporter par rapport à vos questions ou pas, Guirec va vous activer votre micro pour que vous puissiez prendre la parole si besoin. Non, merci. Non, non, ça répond. En fait, j'ai beaucoup de questions, mais pour l'instant, ça répond à ce que j'avais posé. Et du coup, c'est forcément la CNIL qui va prendre en charge la mise en place des bacs à sable réglementaires. Non, Au on niveau sait pas France. encore. On ne Non, sait pas encore, d'accord. non. Ok. Il y a encore du suspense. D'accord. Ok, ça marche. Non, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, oui, normalement, le 2 août, on a toutes les instances nommées pour les différentes tâches. Supervision de l'application du texte, quels sont les organismes notifiés qui seront sélectionnés. La CNIL fait partie des candidats pour plusieurs aspects, hein. Il y en a d'autres. Mais donc, ouais, non, on ne sait pas du tout. Et puis, il n'y a rien qui filtre pour l'instant. C'est pas bon signe d'ailleurs, mais bon, on verra. Merci. La question suivante est de Blandine Marchasson qui demande quelle est la méthode pour qualifier le niveau de risque d'un SIA utilisant des données de santé. Ça reprend un petit peu une question posée, non? Savoir dans quelle catégorie de risque on se place. Donc, encore une fois, comme disait Thomas, ça va dépendre. Enfin, il faut prendre le système effectivement comme un cas d'usage et regarder s'il y a des impacts. Au-delà, c'est pas de se dire est-ce qu'il y a de la donnée personnelle de santé ou pas, c'est surtout pour savoir si l'AIAC s'applique, c'est surtout est-ce qu'il y a un impact sur la santé des personnes qui vont utiliser ce système-là ou pas. Et est-ce que cet impact est fort? Est-ce qu'il peut être biaisé? Est-ce qu'il peut y avoir des failles de sécurité importantes ou pas? Donc c'est un peu comme ça dans les grandes lignes, hein, parce que c'est beaucoup plus technique, bien évidemment. Mais c'est un peu comme ça qu'on va pouvoir déjà classer le système d'IA et savoir quelles sont les obligations de l'IA qui vont être applicables. Et à côté de ça, là, on sait que s'il y a de la donnée personnelle, forcément, le RGPD va s'appliquer aussi à côté. Ouais, l'avantage de l'industrie du DM, c'est que c'est beaucoup plus clair puisque c'est lié au fait qu'un organisme de notification, un organisme notifié, pardon, soit impliqué dans la certification de votre dispositif médical. S'il l'est, alors à ce moment-là, automatiquement, c'est donc un système à risque de manière générale. Et donc votre IA à l'intérieur, si elle n'est pas, j'allais dire cosmétique, je mets des guillemets à cosmétique, mais si elle n'est pas centrale, et à haut risque aussi, puisqu'en cas de défaillance, elle impacte un système qui est considéré à haut risque et qui est le dispositif médical. Et du coup, moi, je me permets une question pour compléter par rapport à cette question. Sur le dispositif médical, on a l'ANSM qui peut aussi statuer sur la classe de risque si en tant que fabricant, il y a un doute. Est-ce que il va y avoir aussi ce type d'autorité à partir potentiellement du 2 août prochain qui sera en capacité de définir la classe de risque, un peu l'autorité compétente de l'intelligence artificielle en France, ou on ne sait pas trop encore? Si, c'est prévu, mais il y a tout un ensemble d'institutions qui sont censées émerger du néant dans les mois qui viennent, entre autres pour statuer. Après, Ok. excusez-moi, pour la classification, ça va passer par des guidelines d'application, on va dire, qui sont dans le gris, quoi. Je crois que l'Union européenne fait régulièrement ça, hein, des documents de clarification, justement, de cas pour qu'on puisse se positionner par rapport à certains critères. Tout ça, c'est censé venir d'ici 12 mois, dans les 12 mois qui viennent. Ok, super. La question suivante est d'Alexis Toulac et elle reprend un tout petit peu sur la partie date de mise sur le marché qu'on a eu tout à l'heure. Mais si j'ai mis sur le marché mon SIA avant le 2 août 2027, dois-je tout de même avoir ma documentation technique mise à jour suivant l'IA Act, même si ce dernier ne sera pas revu par un organisme notifié? Alors, en fait, tout dépend de si vous planifiez des modifications substantielles sur votre système d'IA. Quand on entend modification substantielle, on pense à des modifications qui modifient
performances ou ses propriétés, donc ça va être par exemple un réapprentissage, une mise à jour du modèle, ou carrément changer la destination du système d'IA. Dans ces cas-là, vous devez repasser une évaluation de conformité, sauf si ça a été planifié lors de la certification initiale. Et c'est ça qui va être fait en routine pour les réapprentissages. En gros, ce qui va sans doute se passer, c'est que lors de la certification initiale, dans la documentation technique, il va être expliqué pas à pas comment les mises à jour de système vont être faites et comment les vérifications, je sais pas moi, par exemple de performance, de robustesse ou ce genre de choses vont être garanties avant la mise à jour du modèle. Si tout ça s'est mis en place initialement, vous pourrez modifier votre modèle une fois déployé sur le marché, enfin, ou chez un déployeur, sans avoir à repasser une évaluation de conformité. Et donc, il va falloir anticiper. Et là, la question qui se pose dans le cas où vous parlez, c'est que si vous rentrez sur le marché avant le 2 août 2027, a priori, vous n'avez pas d'obligation de faire ça. Par contre, si vous le modifiez après la date, comme vous ne l'avez pas anticipé, sans doute que vous devrez passer une évaluation de conformité. Ça reste à confirmer, mais c'est sans doute ça la logique, en tout cas, comme elle est présentée à l'heure actuelle. Pas d'obligation, mais fortement recommandé quand même d'avoir une documentation technique mise à jour et anticiper les éventuelles modifications. Ouais, c'est pas simple, mais ouais. Si certaines questions auxquelles Thomas et Ludivine ont répondu ne sont pas suffisamment... Enfin, il reste quelques points en suspens pour ceux qui ont posé les questions. N'hésitez pas à le remettre dans le chat ou dans le question-réponse pour qu'on puisse vous activer vos micros si besoin. Il y a Charlotte Mény qui demande quelles sont les exigences côté pourvoyeur. Alors, pourvoyeur, vous pouvez préciser, parce que c'est pas un rôle de la Charlotte, tu vas pouvoir activer ton micro normalement. Oui, pardon, bonjour. Je voulais parler des utilisateurs, enfin côté établissement de santé par exemple, parce que là on a la vue effectivement côté fabricant, et vous l'avez peut-être dit au démarrage du webinaire, mais alors sans être totalement exhaustif, mais donner un peu les grands sujets côté établissement, côté utilisateur par exemple dans le domaine de la santé. Là, on parlerait plutôt de déployeur, c'est ça? C'est la Oui, personne déployeur. qui achète le système, Oui, c'est qui ça. l'intègre, donc par exemple le CHU. Oui. Alors, je sais pas, Thomas, tu as des choses à dire? Bah ouais, en fait, il y a 5 points. Ouais. J'en profite comme je les ai sous les yeux. Ouais. Le premier, c'est de faire fonctionner le système d'IA conformément aux instructions d'utilisation. Bon, ça paraît logique. Ça va être de faire remonter des risques éventuels et d'informer le fournisseur de tout incident grave ou de dysfonctionnement. Donc voilà, c'est un système classique de surveillance post-mise sur le marché. D'appliquer le RGPD et les obligations légales, toujours pas de surprise. La seule chose, entre guillemets, nouvelle, ça va être d'assurer la supervision humaine lors de l'utilisation du système d'IA. J'ai un peu abordé la chose, c'est assez complexe, mais j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, mais c'est quelque chose de central. Les fournisseurs ont donc comme obligation de donner du pouvoir à l'opérateur pour qu'il puisse refuser ou corriger une décision prise par une IA quand c'est évidemment central, par l'IHM, mais aussi par une formation. Alors, à préciser, mais en tout cas, normalement, le fournisseur a la responsabilité que les déployeurs sachent, par exemple, comment utiliser le système, bien sûr, mais aussi aient conscience, par exemple, du biais d'autorité ou du biais de confirmation qu'on a, qui apparaît quand on utilise un système qui marche très bien, 50 fois de suite. Est-ce que on est capable, la 51e fois, de comprendre ou de détecter que le système s'est trompé? Et donc, le déployeur sera formé sur ces questions-là et aura la responsabilité d'appliquer la responsabilité humaine. Donc, c'est ça la vraie nouveauté pour les hôpitaux principalement, quoi. Ok, donc c'est en termes plutôt de responsabilité, il n'y a pas de sujet, tout ce qui est technique, etc., reste côté fournisseur de toute façon, quoi. Oui, ça c'est très important, ouais. Ok, merci. On a encore 3-4 questions et on s'arrêtera là pour ce webinaire. Donc, on a Kaltoum Maison qui a 2 questions. La première, quel article ou récital dit que les modifications d'amélioration de tâches humaines ne rentrent pas dans le cadre de l'IA Act?
Et la seconde question est pour savoir si une donnée de santé est une donnée biométrique. Alors, la première question, je laisse peut-être plus Thomas répondre. Pour la deuxième, c'est plutôt la donnée biométrique est une donnée sensible et donc comme une donnée de santé qui peut concerner, je sais pas, un diagnostic ou autre, ou la santé d'une personne. Mais oui, les données biométriques, c'est des données sensibles. Là, c'est plus au sens du RGPD, hein. C'est le RGPD qui définit justement les données biométriques et qui applique donc un régime particulier pour ces données-là. Je suis en train de chercher dans l'argumentation où est le passage sur Allez. les dérogations, hein. Je suis désolé, Ouais. il est un peu long. Ouais. Comment ça, tu connais pas tous les articles par cœur? Non, non. Je- Ah voilà, c'est article 6, donc sur les règles relatives à la classification des systèmes d'IA comme système à haut risque. Vous avez au point 3, je ne sais pas si on dit point 3, mais en tout cas au paragraphe 3, pardon. Par dérogation, un système d'IA n'est pas considéré comme étant à haut risque s'il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé. Tel est le cas si une ou plusieurs conditions suivantes sont remplies. Et par exemple, le système d'IA est destiné à améliorer le résultat d'une activité humaine préalablement réalisée. Donc, concrètement, c'est article 6, paragraphe 3 et alinéa B. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. On a ensuite Blandine Marchasson qui demande si vous pourriez dire quelques mots des codes de conduite. Bonne question. Bon, j'aurais pas grand-chose à dire, mais voilà, pour l'instant, c'est des incitations et des recommandations à adopter des codes de conduite, mais pareil, on manque encore un peu de recul. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas encore d'éléments à apporter pour savoir exactement que doivent contenir ces codes ou comment doivent se présenter ces codes. Mais là, on est plus dans de l'incitation à développer des IA, ouais, comme je disais, éthiques, dignes de confiance, etc. Et puis le but, c'est de laisser aussi une part de liberté et de responsabilité aux acteurs qui mettront en place ce type de code de conduite. Je rajoutais juste que dans la réglementation, en fait, il y a des principes qui sont intéressants pour n'importe quel développeur de système d'IA. Euh, Évidemment, là, dans le cas des dispositifs médicaux, la majorité seront classés à haut risque, donc ça sera une obligation réglementaire. Mais il faut aussi voir ça comme étant une incitation à des bonnes pratiques généralisées quand on développe des systèmes d'IA. Et par le développement obligatoire d'outils et de standards, c'est en fait amener à marche forcée les ressources pour pouvoir faire ça de manière facile. Je pense par exemple à la gestion des billets, des systèmes. En fait, il faut juste que, peut-être que dans quelques années, ça sera juste une bonne pratique qu'on soit classé au risque ou pas. C'est vraiment ça un des objectifs centraux du texte. Et puis il y a Stéphanie Réau qui demande si après le 2 août, d'autres organismes que ceux alors reconnus pourront devenir notifiés au fil de l'eau. Oui, Pourquoi pas? on espère. Ouais. Et je propose qu'on donne quelques secondes la parole à Keltoum Maison qui se questionne sur le côté données de santé, données biométriques, même si Edine a commencé à y répondre. Donc peut-être qu'on peut activer vous pouvez activer votre micro peut-être quelques minutes. Oui, merci. Bonjour. Oui, la donnée de santé et la donnée biométrique, quelle est la différence? Très bonne question. J'ouvre en même temps le RGPD, comme ça je pourrais vous donner les définitions exactes. Alors, données de santé, déjà, c'est beaucoup plus vaste, hein. C'est très large par rapport à données biométriques. Donc, données biométriques, le RGPD nous dit, c'est des données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique relative aux caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales d'une personne physique qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales, des données dactyloscopiques. Donc, il y a une définition très technique, très précise.
c'est considéré dans la catégorie très large des données de santé et données sensibles, donc, comme je vous disais, avec un régime particulier. Données de santé, pour le coup, donc, ouais, la définition est juste en dessous, c'est plus large, c'est vraiment toute donnée à caractère personnel relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris tout ce qui est prestation de soins ou l'état de santé de la personne. D'accord, donc c'est effectivement chaque donnée de santé est une donnée biométrique, selon cette Oui, lecture. alors après, d'un point de vue médical, peut-être que si je dis ça, ça peut faire grincer des dents à certaines personnes. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans le RGPD, on a aussi données génétiques, en fait. Donc tout ça, données génétiques, biométriques et données de santé, effectivement, données biométriques, données de santé, dans l'esprit, c'est pas tout à fait la même chose, mais sachez qu'on a trois définitions et que ces trois définitions-là rentrent dans la catégorie des données enfin, des données sensibles liées à la santé ou très personnelles, on va dire, et donc très sensibles et sont appréciées sous un même régime, donc avec les mêmes obligations. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse très claire. On a fait le tour des questions. Direct, si tu veux reprendre la main quelques secondes pour qu'on puisse finir à l'heure. Ouais, merci pour les propos et les explications, les réponses super claires. Juste pour finir, ça va être très rapide. On va parler un peu de ce qui est en cours au niveau financement d'AAP et événements. Juste pour rappel, dans les tuyaux actuellement, pas mal de choses qui peuvent intégrer DDM et de l'IA. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes au courant de ça, mais j'ai un petit rappel rapide peut-être intéressant. Bon, dépôt très prochain, porté par un établissement pour l'appel à projet évaluation de l'impact de l'intégration des DM numériques dans les établissements. Donc ça c'est dans pas longtemps. Donc ceux qui sont sur les dossiers doivent bien être au courant évidemment. Deadline le 16 septembre pour les gros dispositifs que sont les challenges prévention, où là il y a du consortium plus large qui peuvent être candidats, industriels, recherche, etc. Le 30 septembre, appel à projet structure 3.0 avec des thématiques cette fois-ci, contrairement aux deux précédentes éditions, celle du bien vieillir et de la santé mentale, ça doit être porté par des établissements sociaux, médico-sociaux, en lien éventuellement avec des solutions entreprises, mais en tout cas le portage est celui des établissements et pourquoi pas d'intégration, évaluation, co-construction de solutions intégrant l'IA. 30 septembre également, ainsi que le 7 octobre, là, 2 appels à projets avec les deadlines donc, mentionnés juste avant, qui concernent donc des industriels portant des solutions sur la santé mentale et le bien vieillir. Donc là, on est plus sur des phases de développement et d'évaluation. Et puis pour finir, ne pas oublier que en local, c'est beaucoup de dire, mais en tout cas en région et en interrégion, l'appel à projet PME d'Image et Réseau qui permet d'avoir des financements avec un consortium de 3 partenaires, dont un partenaire recherche, donc présent sur le territoire. Donc voilà, quelques éléments comme ça sur les appels à projets en cours. Et puis sur les événements, quelques points. Le 16 septembre prochain, nous allons mettre en place une formation inter-entreprise. Alors, c'est un nom qui n'est pas idéal parce que c'est pas forcément destiné qu'aux entreprises, mais en tout cas, c'est le jargon qui, du coup, il nous laisse utiliser cette sémantique-là. Formation inter-entreprise, ce qui se basera sûrement à Rennes et qui sera sur la cybersécurité des DM connectés et numériques avec l'aspect cyber plutôt test d'intrusion, une formation un peu technique, sachant qu'en début de semaine, on avait organisé la formation plus normative réglementaire sur cette même cybersécurité des DM. Autre événement à venir, City Healthcare à Nantes, donc le 7 octobre. Un focus sur les rencontres du tiers-lieu InLab qui sera à Brest sur les thématiques sport, handicap, expérimentation, entrepreneuriat. Et puis, comme tous les ans, dans le cadre de l'European Cyber Week, la journée cyber et santé, que Coralie notamment
portera comme chaque année. Donc voilà un peu pour les propos finaux des quelques infos. Dans tous les cas, le webinaire était enregistré, comme je l'ai mentionné au début, et sera en ligne prochainement. Et dans tous les cas également, n'hésitez pas à nous contacter, moi et Coralie, pour toute question s'agissant de développement de R&D, d'innovation autour des DM. Et voilà, et quoi rajouter? Pas grand-chose, à part bonne journée. Merci à Ludivine et merci à Thomas pour leurs interventions. Et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Bon appétit. Si, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous, au revoir.